Belkacem arriva dans le courant de juillet. Je dis au revoir à Tethelt, que j'avais vu souvent durant cette année, à tous les parents du village d'en haut, et je partis pour Tunis avec ma belle-mère, mes enfants et mon mari. Paul seul demeura pensionnaire à Menguellet. Ce fut encore un autre logement qui m'accueillit. Belkacem avait loué dans une petite maison où la rue du Fossé, 3 pièces modestes. Je m'installai dans celle de Belkacem, et mes enfants et la Johara se contentèrent de partager les 2 autres avec la belle-mère de Loulou et Hadjia Trassi, la mère de Houssine ou Bouchachi, qui nous avait devancés. Nous dûmes mettre un lit dans la cour où nous dormions à tour de rôle, car nous étions à la saison chaude. Le chef de mon mari proposa pour moi à Belkacem une place au bureau, mais je n'y tenais pas. Mon mari alors écrivit au père de nous renvoyer Paul, assez instruit maintenant pour faire un employé, encore que bien jeune. Il venait d'avoir 15 ans. Il arriva une nuit sans que nous l'attendions et vint frapper à notre porte pendant notre sommeil. Et comme nous demandions qui frappait, il nous répondit: Est-ce que vous ne reconnaissez pas Poupoul ou Amrouche? Il était affamé car il avait oublié ses provisions à Bni Mansour, dans sa hâte à prendre le train. 2 jours après, il entrait à Fatallah, dans les chemins de fer. Il se levait à 5 heures, revenait déjeuner et repartait à 1 heure. Son père lui avait acheté un costume pour qu'il fût présentable. L'été fini, nous déménageâmes de la petite maison, Loulou s'étant séparé de nous. Et c'est avec le Houssine ou Bouchachi que nous louâmes dans le même quartier de Babalois, une grande maison arabe. Un vestibule, une très belle pièce d'au moins 8 mètres de long sur autant de large, plus une autre pour les enfants. Le Houssine avait une chambre pour lui et une toute petite pour sa mère. Dans le grand patio d'allée, il y avait un puits d'eau saumâtre et une citerne dont l'eau n'était pas buvable, mais bonne pour la lessive. J'attendais un bébé. Malade et faible, je me sentais sans entrain ni appétit. Nous fîmes venir le docteur qui ordonna des analyses d'urine, et il fut reconnu que j'avais de l'albumine. Quelques semaines après, je fis une fausse couche et me remis. Jean fréquentait l'école de Babalois, à 2 pas de la maison, et Henri, qui avait obtenu son certificat d'études à El Ali, suivait les cours du collège, mais était très en retard sur ses camarades, au point que le maître avait demandé si réellement il avait son certificat d'études. Paul, lui, tout en allant au bureau, avait décidé de continuer à s'instruire. Un collégien de ses amis, Casanova, lui prêtait ses cours. Le jour, Paul gagnait sa vie. La nuit, il préparait son brevet. J'avais acheté un manuel général relié, très vieux, où il y avait des devoirs expliqués, et je les lui faisais faire. Pour le français, la directrice de l'école de Babalois lui corrigeait ses rédactions. J'avais appris par Paul, qui s'était rendu dans mon village de Tizi-Ibel avant son retour de Kabylie, que ma mère avait beaucoup baissé. Elle lui avait dit: Oh mon fils, je mourrai sans avoir revu ta mère. Bien que nous fussions dans le besoin, parce que très nombreux, je lui avais envoyé 10 francs par la voie des pères de Tegmout. Quelque temps après, le mandat était revenu à Carthage. Ma mère était morte. J'ai pleuré amèrement ma mère, car depuis 1912, je l'avais plus revue. Et je lui étais d'aucun secours. J'étais maintenant complètement coupé de mon village natal. Le quartier que nous habitions était situé près de la voie ferrée, et les enfants Louis et Marie-Louise Taus couraient à la rencontre de leur père au passage à niveau. La nouvelle année, 1916, était arrivée,
et avec elle la corvée des lettres de vœux. Les enfants et leur père s'étaient rendus à Carthage, et le père confiture leur avait donné un énorme pot de crème de marron. Un vieil ingénieur s'était intéressé à Paul et le laissait sortir le soir de bonne heure pour suivre les cours des frères de la rue de la Casbah. La compagnie avait ouvert en économat et tout le personnel pouvait s'y approvisionner. Elle retenait chaque mois le montant des achats. Les enfants y allèrent, y rapportèrent certaines denrées comme des pâtes, du café, du sucre, la semoule. La nourriture chez nous n'était pas variée, mais chacun mangeait à sa faim. Le cousin Bouzid, qui était serfrin, nous apporta un jour un couffin de dattes. Un sac s'était ouvert dans le train et il avait rempli son couffin. Les enfants se régalèrent, mais ma belle-mère n'aimait pas manger sa part d'un coup. Elle avait fait un choix des meilleures dattes qu'elle avait couchées dans une boîte de sucre bleu que nous venions de vider. J'avais une haute chaise d'enfant qui ne servait plus, suspendue dans la resserre à grains où dormait et travaillait Paul. C'est là-dessus que la Johara vint cacher sa boîte. Jean et Henri allaient chacun de leur côté à l'école. Louis et Marie-Louise Taos, trop petits encore, restaient jouer à la maison. Ce n'est qu'au mois d'octobre suivant que Louis put fréquenter l'école maternelle tout près de chez nous, et l'année suivante, Marie-Louise. Nous étions en plein quartier arabe, parmi de pauvres travailleurs du port. Ma belle-mère se fit de certaines de leurs femmes des amies qui lui rendaient service en cas de besoin. Un jour, nous reçûmes une lettre de mon beau-père, Ahmed. Il avait tout liquidé. Il voulait venir à Tunis chercher du travail pour nourrir ses derniers enfants. En outre, mon beau-frère Mohamed Araf, dit Abbas, revenait de la guerre en permission le 1er juillet 1916. Mon mari alla les attendre. De ma vie, je n'ai vu une journée aussi chaude. Le sirocco soufflait avec violence et le soleil était aveuglant. Quand il tapait sur les murs blanchis à la chaux, la réverbération était mortelle. Ce que Belkacem a souffert ce jour-là, Dieu seul le sait. Ce n'est qu'à minuit que les voyageurs arrivèrent. Je trouvais la pilule amère à avaler. Recevoir ce beau-père qui avait dilapidé une fortune et qui maintenant nous tombait sur les bras, à nous, qu'il avait laissé partir les mains vides. Mais je dus m'incliner. Mon mari me dit, c'est mon père, que veux-tu que je fasse? Ahmed attendait qu'on lui trouve du travail, mais il avait plus de 55 ans. Personne ne voulait de lui. Il fit connaissance au café de quelques Marocains qui l'engagèrent pour surveiller les raisins dans une ferme. Il avait laissé sa femme Zahra et ses enfants sans ressources. Elle accepta l'offre des Marocains, passa 1 mois et demi dehors et revint avec quelques sous. Alors il décida de s'en retourner dans sa famille, après que nous lui eussions acheté des habits et que son fils lui fit faire délivrer un permis. À Bab el-Oued habitaient aussi beaucoup d'employés du chemin de fer. Toutes ces familles avaient des enfants qui fréquentaient la même école que Jean. Celui-ci avait souvent mal aux dents et était très maigre, mais très, très intelligent, tellement qu'il était toujours le premier de sa classe. Le soir, lui et tous les enfants de son âge jouaient sur la grande place de l'école. C'étaient des parties de cache-cache et de ballon. Ce quartier se révélait meilleur que celui de la rue de l'église, italo-sicilien. Le jardin de la rue des Moniquettes était spécialement mal famé. Au mois de mai 1916, Paul, qui avait quitté les chemins de fer, se présenta au brevet en juin, mais échoua. Nous travaillâmes, lui et moi, durant les vacances. J'avais recommencé à lire. Paul m'apportait des livres de la bibliothèque populaire à laquelle il s'était abonné. C'est ainsi que j'ai lu tous les romans
d'Alexandre Dumas père. En littérature, j'avais pu aider Paul. Il eut en octobre une très bonne note. Mais je ne savais rien en sciences. Il fut reçu et même accepté à l'école normale d'instituteur. Il y entra au mois d'octobre. Il était défrayé de tout. Il avait un uniforme, des chaussures, mais il fallut lui fournir du linge, des chemises, des caleçons et des habits pour tous les jours. Bien que très intelligent, Paul était comme moi quand j'étais jeune. Certaines matières du programme lui déplaisaient, le calcul et les sciences notamment. Mais il se classait toujours le premier en littérature française. J'avais dû carder des filets de la laine pour tricoter des chaussettes aux enfants et un châle d'hiver pour moi-même. Ma belle-mère s'occupait des repas. Au mois de décembre, le 20, naquit mon fils, Noël Saadi. La maison était pleine de monde. Les Ali ou Bali, venus du pays rejoindre leur fils chef de gare, je ne sais où, se trouvaient chez nous. Il y avait la mère, le père, les 2 belles-filles et 2 petits-enfants. Il fallut les nourrir et les loger tous pendant 2 jours. Ils partirent le matin de la naissance de Noël, non sans avoir pris le café avec du pain. Marie-Louise Taus avait eu la rougeole, ainsi que Louis. Mais Louis s'en était bien remis, tandis que Taos avait pris froid et souffrait des oreilles. Je devais la bercer à l'aide d'un cordon qui reliait mon lit au berceau. Elle ne cessait de pleurer et de répéter en kabyle « Mon oreille, mon oreille ». Noël était un beau bébé, vigoureux dès la naissance, mais au bout de quelques jours, il se mit à pleurer, à pleurer. J'appelai le docteur de la compagnie et sur le bulletin j'écrivis « Urgent ». Quand vint cet homme, il regarda l'enfant et me dit « Croyez-vous qu'en mettant urgent, j'allais venir plus vite ?» De ce jour, je n'ai plus jamais demandé un docteur de la compagnie. Quand j'ai dérangé un médecin, c'est que j'ai pu le payer de mon argent. Pour en revenir à la maladie de l'enfant, j'avais remarqué qu'il ne pleurait plus lorsque ses oreilles étaient couvertes. J'en ai conclu que le mal venait de là, et j'ai soigné les oreilles du petit à l'huile chaude. Les enfants étaient encore allés à Carthage, d'où ils avaient rapporté des sous et de la confiture. En 1917 est la dernière année où mon mari a écrit des lettres de vœux. La marraine de Marie-Louise Taos nous avait envoyé une petite somme, 40 ou 60 francs. Nous avions pu acheter un canapé et une commode pour ranger notre linge. Nous occupions seuls maintenant la grande maison de Babaloua. Henri et Jean avaient mis leur lit dans la longue pièce qu'avait laissée notre voisin, rentré en Kabylie. Ma belle-mère disposait d'une pièce avec Marie-Louise, celle du fond servait pour le grain et pour les provisions, savon, pétrole, et Paul y couchait quand il venait en vacances. Jamais aucun des enfants n'a aimé ses frères autant que Paul les a aimés. C'était plus ses enfants que ses frères. Il mettait sa joie à leur payer des gâteries. L'été, s'il lui arrivait d'avoir quelques sous, il achetait un gros melon qu'il saupoudrait de sucre, ou parfois, quand la somme était plus grande, des grives ou des étourneaux. J'ai beaucoup corrigé Paul, plus que tous mes autres enfants, car il savait me mettre hors de moi. Lorsqu'il était petit et que je l'envoyais faire des commissions, au lieu de revenir vite, il jouait l'argent pour un gilate. Gelata, en italien une glace, qu'il gagnait ou perdait sans souci du temps qu'il passait. Plus tard, il louait un vélo pour 1 heure et il payait la location avec l'argent de la maison. Cette année-là, il allait avoir 17 ans. Il voulut pendant les vacances se rendre à Port-Guédon pour voir son parrain Aptiche. J'étais restée seule à Tunis avec Henri, Jean, Louis, Marie-Louise Taos et Noël au berceau. C'était encore la guerre et on commençait à faire la queue pour le pétrole et l'huile.
Nous avions acheté 2 ou 3 sacs de semoule pour rouler du couscous. Félicité, ma compagne de Tête del Tofella, qui m'avait retrouvé après 10 ans, venait tous les jours avec son fils Asré. Elle me promit de m'aider à rouler le couscous, et je mis l'affaire en train. Mais un beau jour, elle ne revint plus, et je dus achever moi-même le travail. Jean et Henri m'aidaient autant qu'ils pouvaient. Henri tirait l'eau du puits, et Jean faisait la vaisselle et la cuisine. Il savait déjà préparer des pâtes en sauce et la tchèktchouka. Je finis de rouler le couscous, gros et fin, et je le fis sécher avec une natte recouverte de grands draps bien blancs. Paul, revenu de chez son parrain en grande Kabylie, nous donna de bonnes nouvelles. La belle famille s'était encore augmentée, mais Haptiche regrettait sa maison de Palestro. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.